L'épisode d'aujourd'hui est aussi simple que surprenant. Il relate la vie puis la mort d'une jeune américaine survenue le 23 avril 2015. Les hasards de la vie, ou peut-être pas. Elle s'appelait Anna Wilson et sa mère se souvient surtout de ses yeux et de son sourire. Sa mère la qualifie d'incroyable. Étalée. À la fin de ses études universitaires, Anna semblait destinée à de grandes choses. Jusqu'à ce que son chemin croise celui d'un homme nommé Daniel Messel, un homme de 49 ans. Un homme qui, sur son profil de réseaux sociaux, se présentait comme un sugar daddy, c'est-à-dire un homme d'âge mûr intéressé romantiquement par des femmes plus jeunes. Une chose est certaine, le récit d'aujourd'hui va prouver que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Il va aussi révéler un côté de Anna que personne ne connaissait, pas avant sa mort. Je suis Marcos Campos. Soyez tous les bienvenus. Chaque semaine, il y a ici au moins 3 épisodes, car l'objectif est d'augmenter le nombre d'épisodes hebdomadaires. C'est pourquoi j'apprécie votre like ou commentaire. Même un emoji, ça m'aide. Si possible, devenez membre de la chaîne. Avec une toute petite somme, vous aidez énormément à la production ici. Et cela peut nous permettre d'augmenter le nombre d'épisodes par semaine. D'accord? Voilà, c'est tout. Les messages sont passés, passons aux faits. Rêve de Hannah Wilson. Le jour où Hannah a perdu la vie, elle était très heureuse. Elle avait 22 ans. C'est tout. Étudiante très concentrée, elle venait de l'Indiana aux États-Unis. À la veille de la remise des diplômes, la jeune femme venait de passer son dernier examen à l'université. Et elle a même dit à une colocataire qu'elle avait très bien réussi. Autrement dit, il n'y avait aucun doute qu'elle obtiendrait son diplôme dans 2 semaines. Et cette semaine qu'elle vivait était aussi très prometteuse. Parce que la ville était dans une ambiance festive, très animée, à cause d'un événement sportif qui s'y déroulait. Un événement qui a lieu chaque année, mais je vais en parler plus en détail dans un instant. D'accord? Ce que je peux dire maintenant, c'est qu'il y avait une course de vélo appelée Little 500, et ces courses de vélo étaient en fait prévues pour commencer le lendemain. Et pour Anna, c'était particulièrement attendu, parce que son ex-petite amie allait participer à la course masculine de 20 km. Donc le week-end des courses, qui ont lieu en avril chaque année, se transformait toujours en une grande fête pour la ville, car il fêtait aussi la fin des examens finaux et le début des vacances d'été. Avec cela, les rues et les bars du centre de la petite Bloomington étaient remplis d'étudiants universitaires. Les nouveaux, les anciens, et aussi les anciens élèves, comme c'est le cas de l'ex-petite amie de Hannah. Et en 2015, l'année où se déroule notre récit, Anna avait des raisons supplémentaires pour tout ce bonheur, n'est-ce pas? La fin de cette étape de sa vie, la phase académique et la perspective de retrouver son ex-petite amie Alex Fonduo. Comme vous allez le voir, les amis, je ne sais pas s'il y avait une perspective de remise en couple entre eux, parce que les sources décrivent cette situation de la rencontre avec Alex d'une manière qui laisse entendre que une intention de retour était possible, mais j'ignore si c'est le cas. Je ne fais qu'une supposition ici, d'accord? Pour compléter, voici le profil et la biographie de Hannah. Elle passait son diplôme de psychologie comme ses amis. Les membres de sa famille disaient qu'elle était une personne très facile à qui parler, tu sais. Le choix de devenir psychologue a été une excellente décision de carrière pour la jeune fille. Elle a vraiment marqué, dans le bon sens, les personnes qui ont été proches d'elle par sa personnalité forte et déterminée. Malgré son court parcours dans cette vie ici, n'est-ce pas? Robin Wilson, la mère de Hannah, a déclaré à la presse locale lors d'une interview que sa fille était une leader. Depuis toute petite, elle aimait suivre ses propres intuitions et choix. Par exemple, sa mère, Dame Robin Wilson, a fait des études universitaires, mais sa fille n'a pas suivi son exemple, choisissant une autre institution et une autre sororité. C'est culturel chez eux, non? Elle n'a donc pas suivi en suivant le parcours de sa mère. Elle voulait vraiment faire ses propres choix, elle aimait tracer son propre chemin. Anna s'est tellement amusée pendant ses années d'université, juste pour vous donner une idée, qu'elle n'était pas très enthousiaste, disons, à l'idée de voir cette période se terminer. Imaginez un peu. Ses amis ont même dit que la jeune fille aimait chaque aspect de l'université, elle connaissait tout. Et accepter que tout se terminerait dans 2 semaines ne rendait pas la jeune femme très heureuse.
Mais d'un autre côté, elle avait des rêves et des projets. Comme nous l'avons vu, elle était très déterminée, alors elle pensait à l'avenir. Elle trouvait un équilibre là-dedans. Anna avait été pom-pom girl à l'époque de son lycée. Ainsi, après l'université, elle avait déjà un poste presque garanti comme entraîneuse de cette équipe de pom-pom girls. Dans le lycée Fishers High School où elle avait étudié, situé dans l'Indiana, selon sa mère, Madame Robin Wilson, Anna prévoyait de rester à ce poste-là. Chef là-bas, n'est-ce pas? Entraîneuse des pom-pom girls pendant 1 an avant de retourner à son université pour faire un master. Elle voulait travailler et économiser un peu d'argent pour être indépendante. Et plus que ça, elle voulait être un exemple pour les filles, n'est-ce pas? Pour ces pom-pom girls. Autrement dit, elle était enthousiaste à l'idée de ce travail et de l'avenir qui l'attendait. Et cela compensait ces sentiments confus dont je viens de vous parler, n'est-ce pas? Cette sorte de deuil, entre guillemets, d'avoir terminé l'université. Alors, les gars, le programme de toute la fin de cette semaine-là était déjà prêt. Jeudi, elle allait parler avec son ex-petite amie. Et vendredi soir, elle avait prévu d'aller dans un petit bar local pour voir un disc jockey et un étudiant, un ami à elle de l'université. Un gars appelé Matt Molwick. Ce Matt se produisait toujours dans ce petit bar en tant que disc jockey. Et Anna, ce bar s'appelle d'ailleurs Dunkirk. Et Anna y était toujours. Et cette nuit-là, ce n'était pas différent. Elles avaient déjà prévu de rester là toute la nuit avec un ami pour soutenir son travail. Bon, je pense qu'on a fait ici un panorama général, non? La biographie de Anna, c'est sa vie et son contexte. Comme on le voit, c'était une personne calme, une famille présente et structurée, entourée de bons amis. Donc, rien ici n'attire l'attention ou ne la placerait, n'est-ce pas, comme personnage principal d'un récit de faits divers. Je reviens donc à la phrase qui a introduit l'épisode. Une affaire à la fois simple et surprenante. Revenons donc à la chronologie du dernier jour fatidique de la vie de Anna Wilson. C'est le jeudi, vers 5 heures de l'après-midi, que Anna était dans un petit bar en train de boire une bière avec quelques amis, de discuter et de rire. Autrement dit, c'était une ambiance de fête, n'est-ce pas, pour célébrer la réussite aux examens finaux. Ensuite, elle est sortie avec 2 amis, il était déjà environ 9h30 du soir, et elle est rentrée chez elle, où la fête a continué. Après cela, elle est allée au Hilton Garden Inn, qui est un hôtel où Alex, son ex-petite amie, séjournait. Comme je l'ai dit, Alex était une ancienne élève de cette université, où elle finissait aussi ses études, non? Et il avait déjà obtenu son diplôme depuis 1 an, donc il n'était plus là. Mais il participait toujours à cette course, et cette année-là ne ferait pas exception. Il séjournait en ville dans cet hôtel pour participer à la célèbre course de vélo Little 5 Cents. Eh bien, elle est allée dans cet hôtel, puis le temps a continué à passer, et après minuit, Anna était déjà un peu ivre, disons. Même si Anna assurait à son ex et à ses amis qu'elle allait bien, qu'elle était tranquille et voulait rester assise. Mais il y avait aussi d'autres amis, n'est-ce pas? Ils voulaient aller au bar Mayo et ont donc laissé la fille, n'est-ce pas? Dans le bon sens, bien sûr. Dire « Tu as dépassé les limites, rentre à la maison ». Ses amis ont alors dit qu'elle avait déjà trop bu pour une seule soirée. Ainsi, devant la porte d'un bar appelé Kilroy's Sports Bar, où les garçons allaient entrer pour continuer la soirée, ils ont convaincu Anna de rentrer chez elle pour dormir. L'un d'eux lui a même suggéré de vomir pour se sentir mieux. Et dormir, n'est-ce pas? Ils appelaient une voiture via une application quand un taxi est arrivé. Ils ont presque forcé Anna à monter dans ce taxi. Voilà. L'un d'eux a donné un billet de 20 $ au chauffeur de taxi, n'est-ce pas, pour ramener la jeune fille chez elle, soit une somme bien supérieure au nécessaire, la course coûtant 6 $. Ainsi, supposément, Anna serait déposée devant la porte de chez elle et tout irait bien. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé, parce que le chauffeur de taxi a déposé la jeune fille à un endroit proche de chez elle. Ce qu'on a compris par la suite, c'est qu'elle-même n'a pas voulu donner au chauffeur de taxi l'adresse exacte de son domicile, pour des raisons de sécurité. Je ne vais quand même pas dire à un inconnu où j'habite, surtout en tant que jeune fille. Je vais demander au gars de s'arrêter à peu près et je fais le reste du chemin à pied. Tout va bien. Mais après, lorsque la police a retrouvé le chauffeur de taxi, tout était déjà arrivé. Il a dit qu'il a vu Anna marcher un peu dans la rue, éviter les voitures, monter sur le trottoir, manifestement alcoolisée selon lui, mais lucide d'une certaine manière. Le chauffeur ne l'a pas vue entrer chez elle. Mais il n'y a plus pensé, n'est-ce pas, Il n'a plus pensé à Anna, parce que Anna n'était qu'une passagère universitaire de plus, un peu ivre. Il ne se sentait responsable ni d'elle, ni d'aucune autre personne dans son véhicule.
Ainsi, le chauffeur de taxi a dit qu'après l'avoir déposé là, il a observé cela, puis il est retourné au centre-ville. C'était l'une des semaines les plus chargées, non? Pour lui, c'était une excellente opportunité d'affaires. Cependant, les gars, l'enquête sur les faits. Plus tard, il a identifié une petite camionnette circulant derrière la voiture de ce chauffeur de taxi. Là, d'une façon assez particulière, on dirait qu'elle suit vraiment la voiture devant la camionnette. D'accord? La fameuse camionnette s'est aussi arrêtée lorsque Hannah est sortie du taxi. Je précise d'emblée que la camionnette et le chauffeur de taxi sont sans lien, d'accord? C'est ce qu'a révélé l'enquête. Les événements suivants étaient donc assez étranges. Vous vous souvenez de l'ex et des amis de Hannah? Donc ils ont continué la fête au bar où peu après, Alex, le cycliste et ex-petit ami de notre protagoniste, a rencontré une femme. Et tous les deux ont décidé d'aller dans une chambre d'hôtel. Autrement dit, je reviens à commenter, n'est-ce pas? Anna semblait heureuse de revoir Alex, mais lui ne partageait pas vraiment ce sentiment. N'est-ce pas? Après tout, il en a déjà embrassé une autre, puis il est déjà allé dans la chambre d'hôtel. Oui, il n'a pas traîné. Et Anna, comme vu, était un peu défoncée, elle devait se reposer et récupérer. Mais l'ex avait envie de s'amuser en compagnie d'une autre femme, et la vie a continué. Pourquoi est-ce que je parle de ça ici? Parce que ce n'est pas clair, mais s'il y avait eu une embrouille, quelque chose entre eux, je ne sais pas, mettre la fille seule dans un taxi à 1h du matin, non? C'est bizarre et louche de s'en foutre ainsi, mais continuons. Alors, un de ses amis, un gars très proche de Hannah, appelé Taylor, était avec elle au moment où elle est montée dans le taxi. C'est ce gars-là qui a donné le billet de $20, il était très inquiet pour la situation. Cet ami est bien rentré chez lui. Il a aussi pensé qu'il serait bon de la prévenir pour qu'elle n'aille pas chercher Alex, n'est-ce pas? L'ex avait encore des sentiments, mais lui couchait déjà avec l'autre. L'inquiétude de l'ami était justifiée, non? S'assurer qu'Anna allait bien et l'empêcher de courir après son ex. N'est-ce pas sympa? Avant, il s'en fichait d'elle, vous voyez. Et il a quand même fait ça, non? Ce sentiment de penser, mince, elle va voir Alex avec une autre dans son lit. Bon, mais tu dois te demander pourquoi tous ces détails sont importants dans le récit, n'est-ce pas? Eh bien, parce que Hannah n'a pas répondu aux appels de Tyler et n'a plus été vue vivante cette nuit-là. Quand les détectives ont commencé leur travail, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont reconstitué les faits, les empreintes numériques des suspects et de la victime ont également été analysées. Comme qui a appelé qui, à quelle heure, pour quelles raisons, des choses basiques de l'enquête au début. Et c'est différent de ce que tu pourrais supposer. L'une des collègues qui partageait le logement avec Hannah a affirmé que la fille était arrivée. Cette amie-là, appelée Alison Schbach, était déjà à la maison jeudi soir. Quand tout a commencé, elle était chez elle. Apparemment, une maison à 2 étages. Elle était à l'étage quand Hannah est arrivée. Il était déjà après 1h du matin, donc dans la nuit de vendredi. En fait, cette amie-là a dit qu'elle a entendu la porte d'entrée de la maison s'ouvrir et a supposé que c'était Hannah, sa colocataire. À son arrivée, elle est repartie se coucher. Elle a précisé ne pas avoir entendu la porte se refermer. Et cet horaire a pu être vérifié parce qu'Alison a appelé un ami vers cette heure-là. 1h02 déjà dans la nuit de vendredi, non? Même si le garçon a répondu, la conversation n'a pas continué car il était dans un bar bruyant. La fille a encore insisté et 5 minutes plus tard, elle a envoyé un message au grand garçon qui faisait la fête et il n'a pas répondu. Ma copine, la ville. Enfin, après très longtemps, s'est endormi. Et le lendemain matin, l'amie, Alison Schbach, la colocataire qui vivait dans la même maison que Hannah, a remarqué l'absence de son amie. Le fait est que la porte d'entrée de la maison était ouverte. Dans la chambre de Hannah, il y avait son sac à main et son téléphone portable. Mais évidemment, elle n'était pas là, elle avait disparu. Il ne semblait même pas que Hannah ait dormi là. Le lit était parfaitement fait. Daniel Messel, le sugar daddy. Il est maintenant nécessaire de présenter un personnage important de cette histoire, Daniel Messel. Ah, important? Ici me semble même un peu étrange, mais vous allez comprendre. Important dans le sens d'être, hein? Le protagoniste pervers de l'affaire d'aujourd'hui. Eh bien, ces dernières années, le terme sugar daddy, juste pour contextualiser ici, est devenu très populaire, n'est-ce pas? Et, par définition, le sugar daddy est un homme financièrement accompli qui a consacré toute sa vie au travail et qui, vers la quarantaine, est prêt à offrir des avantages à une femme jeune et attirante en échange de sa compagnie. Une relation mature et consensuelle avec des bénéfices mutuels.
Daniel Messel, à 49 ans, était célibataire et cherchait l'amour. Selon le journal Indianapolis Star, Daniel avait une annonce sur un site appelé Sugar Daddy for Me, qui est d'ailleurs censé être l'un des plus grands sur le sujet, d'accord? Et sur ce site, Daniel disait être un mâle mignon de Bloomington, à la recherche de cette étudiante spéciale de l'université d'Indianapolis. Tu vois le genre. En fait, son intérêt était très large. Il incluait des femmes de 18 à 40 ans. Pour attirer ses filles, en plus de son apparence, ce soi-disant vieux du yacht, il comptait sur l'aide d'un salaire annuel de 200 000 $. Daniel, en plus de chercher son âme sœur, aimait s'amuser en buvant avec des amis tous les jeudis soirs dans un endroit appelé Yogs Bar et Grill. C'est là qu'il faisait partie d'une équipe qui jouait à des jeux de questions-réponses. Eh oui. Et il paraît qu'il était très doué pour ça. Bien sûr, on a vérifié. Les gars, de ce truc de questions-réponses, on a appris que là-bas aux États-Unis, ce genre de jeu de questions-réponses est très populaire, d'accord? C'est connu sous le nom de Trivia Games ou Quiz Games. Ils sont très populaires et peuvent se jouer en présentiel, en ligne ou sur des applications mobiles. Ce divertissement vise ceux qui aiment tester leurs connaissances en histoire, géographie et culture générale. C'est étrange, non? Alors, mais je ne vais même pas donner mon avis ici sur les goûts de Monsieur Messel, d'accord? Concentrons-nous seulement sur le fait qu'il est un sacré menteur. Ce n'était pas un vieux riche capable d'offrir des avantages à une jolie jeune compagne, non, tu vois? Bien loin de ça. Daniel Messel travaillait dans un magasin appelé The Fine Print à Bloomington, une imprimerie proposant divers services de numérisation. Là-bas, il travaillait pour 15,50 $ de l'heure, soit environ 32 000 $ par an. C'est une grande différence, c'est non? 32 000 contre 200 000 $. En avril 2015, donc, Daniel avait moins de 100 $ sur son compte bancaire et avait déposé une demande de faillite. À l'époque, il vivait dans une caravane avec son beau-père, un homme appelé Gérald Messel. En résumé, les gars, on ne peut même pas imaginer ce qu'il aurait fait si une Sugar Baby avait répondu à son annonce. Parce qu'il était vraiment au fond du trou et il n'aurait même pas pu offrir un dîner à quelqu'un. Mais le désir était en lui, tu vois, un désir pervers, dangereux, meurtrier. Il germait à l'intérieur. Et ce n'était pas d'aujourd'hui, tu sais. Regardez, la nuit où Anna est morte, Gérald Messel et son beau-fils Daniel Messel ont dîné ensemble vers 18 h, puis sont rentrés à la caravane. Cependant, vers 8 h du soir, le soi-disant Sugar Daddy est allé retrouver ses amis pour ce fameux jeu de questions-réponses, n'est-ce pas? Après tout, c'était leur traditionnelle soirée du jeudi. Et il était de très bonne humeur, comme certains de ses collègues s'en sont souvenus plus tard. Une serveuse a aussi confirmé que l'homme avait bu quelques bières. Tout semblait indiquer une nuit normale, la répétition d'une routine hebdomadaire. Un autre présent était Matthew Brenton, un collègue de travail de The Fine Print, qui faisait également partie de l'équipe de questions-réponses. Ce Mathieu a dit qu'ils sont sortis ensemble du bar vers 11h30 du soir avec le reste du groupe du quiz. Ce galache-là se souvenait de l'heure et d'autres détails de cette nuit-là parce qu'il était en covoiturage avec Daniel, dans le véhicule de Daniel. Avant d'être déposé près de chez lui, Mathieu a accompagné Daniel pour une balade en voiture dans la ville, car Daniel voulait voir comment était l'ambiance au centre-ville. Et cette curiosité, évidemment, était liée à l'agitation de la ville à cause de la Little 500, d'accord? Populairement appelée Little Five, c'est juste pour compléter l'histoire des courses, d'accord? Elle a lieu en avril de chaque année là-bas, au stade du campus de l'Université de l'Indiana qui se trouve à Bloomington. Des équipes masculines et féminines participent à cet événement qui attire environ 25 000 spectateurs et dynamise le tourisme local. Pour Daniel, célibataire attiré par les étudiantes, c'était une occasion idéale pour rencontrer du monde, non? Alors, ses plans comprenaient de déposer son collègue Mathieu chez lui et de retourner ensuite au centre-ville. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé après qu'il ait déposé Mathieu chez lui, tu vois. Cependant, le vendredi vers 6h30 du matin, la sœur de Daniel est passée chez lui, où il vivait avec son beau-père, pour laisser son fils chez le grand-père. Et à ce moment-là, Gérald, c'est-à-dire le beau-père de Daniel, a dit qu'il était inquiet pour lui parce qu'il n'était pas rentré à la maison la nuit précédente.
Quelques heures plus tard, ce sont les employés de The Fine Print, l'endroit où il travaillait, qui ont signalé l'absence de Daniel. Il y travaillait depuis déjà quelques années et c'était apparemment sa première absence sans prévenir. Une collègue a même témoigné plus tard qu'elle était tellement inquiète de l'absence de Daniel qu'elle a cherché son adresse. Elle est même allée chez lui pour voir s'il s'était passé quelque chose. Jusqu'ici, nous avons déjà 2 disparus dans ce récit, n'est-ce pas? Et oui, probablement, ils sont liés. Mais je vais expliquer. Un corps retrouvé. Ce même vendredi, vers 8h30 du matin, une habitante du quartier, qui était couturière, est sortie de chez elle pour aller chercher du lait. En chemin, elle est passée par un champ et a remarqué ce qui ressemblait à un tas de vêtements par terre. L'endroit se trouvait à environ 30 minutes en voiture de la maison de Hannah, et autrefois, il y avait là une communauté hippie. Cette femme a alors vu aussi des chaussures à côté de ce tas de vêtements. Elle a donc pensé qu'il valait mieux revenir, car il était certain qu'il s'agissait d'un corps. La femme est alors rentrée chez elle et a appelé la police, disant qu'elle avait trouvé le cadavre d'une femme allongée face contre terre, avec la tête couverte par la végétation et un téléphone portable sous le pied droit. Cette personne qui a appelé semblait très bouleversée par la situation et a insisté sur le fait qu'elle n'avait touché à rien. Lorsque les enquêteurs de la police d'État de l'Indiana sont arrivés sur les lieux, ils ont commencé à traiter les preuves. La découverte la plus importante a été ce téléphone portable, puisqu'aucun document n'a été trouvé avec la victime. À la surprise générale, ce qui a été retrouvé grâce à ce téléphone portable n'a pas révélé l'identité de la femme sans vie, mais plutôt celle d'un homme nommé, devinez, Daniel Messel. En effet, il était indiqué que, l'année précédente, il avait appelé les autorités pour dire qu'il était coincé quelque part et avait besoin d'aide. Un épisode très spécifique, sans plus de détails dans les sources propres, mais qui a créé un historique et une association entre l'appareil et son propriétaire. Regardez, vous savez quoi? Ce menteur des réseaux sociaux, qui ne pourrait évidemment pas être un sugar daddy à cause de son absence totale de ressources financières, était effectivement un vrai salaud. Quand les policiers sont arrivés chez Daniel, ils l'ont vu sortir de la caravane en portant un sac plastique blanc rempli de vêtements. Et le suspect semblait avoir des marques sur les bras. Très bien. Le policier a alors dégainé son arme et a demandé à Daniel de montrer ses mains. Alors, l'homme a jeté le sac en direction du garage. Lorsqu'il a été récupéré, le sac contenait des vêtements ensanglantés et des cheveux. En effet, une touffe de cheveux noirs a également été retrouvée à l'intérieur du véhicule de Daniel. Il y avait aussi du sang sur la console, ainsi que des éclaboussures de sang du côté du conducteur. La police avait maintenant suffisamment d'indices pour examiner de près ce fameux Daniel. Il n'a même pas fallu chercher loin, tu sais. Monsieur Daniel Messel avait déjà un long passé avec les autorités. Regardez. En 1985, il a été accusé d'avoir frappé un homme au visage avec une batte de baseball miniature. En 1986, il a été accusé 2 fois de séquestration et d'agression impliquant une petite amie adolescente. Dès 1991, une accusation d'agression, incluant morsures et tirages de cheveux, a eu lieu. Il a plaidé coupable et a écopé d'1 an de prison. En 1994, il a été accusé d'avoir poursuivi 2 hommes en voiture et causé un accident. À une date inconnue, il s'est disputé avec sa grand-mère et a fracturé un os du visage d'une femme en la frappant. À une date indéterminée, il s'est battu avec un homme, l'a jeté au sol, a fait tomber sa femme et a commencé à la frapper au visage. Il lui a aussi frappé la tête avec une planche. Il a plaidé coupable, puis a été condamné à 3 ans de prison. Ça s'arrête là? Bien sûr que non. Ce casier ne concerne que les crimes commis en flagrant délit. Cependant, lorsque son nom et sa photo ont été rendus publics après l'assassinat de Hannah, d'autres victimes potentielles ont commencé à appeler la police, qui a dû réexaminer certaines affaires non résolues. En novembre 2012, il a agressé une étudiante de 18 ans de l'université de l'Indiana dans un véhicule en tentant d'abuser d'elle. En décembre 2012, il a poursuivi une femme de 21 ans et son amie qui rentrait chez elle après être sortie d'un bar. Elles ont retenu la plaque d'immatriculation de sa voiture et l'ont dénoncé. Pourtant, pour une raison inconnue, la police ne lui a donné qu'un avertissement verbal et l'affaire s'est arrêtée là. En août 2013, une femme a appelé la police pour signaler 2 cas de harcèlement.
Quand Daniel s'est approché d'elle pour demander des infos, proposer de la raccompagner et proférer des obscénités. Encore une fois, il a été cité dans le rapport sans qu'aucune arrestation ne soit faite. Un épisode similaire est arrivé à une autre victime, une jeune fille qui était ivre et ne se souvenait pas de grand-chose, seulement de l'attaque et de la lutte pour survivre. À l'époque, nul n'a été accusé d'enlèvement ni de tentative d'abus. Plus tard, après la médiatisation du meurtre de Hannah, la victime a contacté les détectives pour raconter son histoire. Alors, ils ont comparé l'acide désoxyribonucléique inconnu qui avait été prélevé dans son affaire avec l'acide désoxyribonucléique de Daniel. Et il y a eu une correspondance. Vous savez quelle est la conclusion face à tout cela? En août 2016, cet agresseur et meurtrier a été jugé pour l'homicide de Hannah Wilson. On s'attendait à une peine de 65 ans de prison pour la condamnation pour homicide et jusqu'à 20 ans de peine aggravée pour récidive. Sa peine totale était de 91 ans de prison. À l'époque, le procureur du comté de Brown, Ted Adams, a salué Hannah pour avoir laissé d'importantes preuves. Cela s'est produit pendant la lutte entre Hannah et Daniel, lorsque la jeune fille s'est défendue comme une bête, laissant des marques sur Daniel et faisant tomber son téléphone portable par terre. Eh bien, les gars, c'était le final. Le fait que son téléphone soit resté là et qu'il ne s'en soit pas rendu compte, le téléphone est resté là, à côté du corps. Le médecin légiste a conclu que Hannah avait été frappée au moins 3 ou 4 fois à l'arrière de la tête et qu'elle était morte à cause d'un traumatisme crânien. C'est ce que l'enquête a prouvé puisqu'il n'y a eu ni aveu de culpabilité, ni confession des détails de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Pour les parents de Hannah, sa sœur et aussi ses amis, les personnes qui l'aimaient et qui étaient présentes au tribunal, il a été très difficile d'entendre le témoignage du meurtrier, de découvrir son passé violent de 20 ans, et plus encore, de voir les photos du corps meurtri de Hannah. Mais cette souffrance supplémentaire, disons, était nécessaire. Elle s'est ajoutée à la fierté de savoir que leur fille s'est battue. Et que grâce à elle, ce déchet dangereux appelé Daniel Messel a été retiré de la circulation. La mère de Hannah, émue, a dit « Je devais être là pour Hannah, car elle n'avait plus de voix. » Eh bien, quelle histoire, non? J'espère sincèrement que Hannah a trouvé la lumière, qu'elle repose en paix et que sa famille parvient à aller de l'avant du mieux possible. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mort de Hannah a certainement sauvé beaucoup d'autres vies. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné. Bisous du roux, à la prochaine!